Dans la paisible localité de Reit, en Rhénanie du Nord-Westphalie, Joseph Goebbels vit le jour le 29 octobre 1897, au sein d'une famille profondément enracinée dans la foi catholique. Son père, le méticuleux comptable Friedrich Goebbels, et sa mère, Maria Oldenhausen, furent les architectes des premiers jours de ce futur maître de la propagande. L'enfance de Goebbels, cependant, fut assombrie par l'adversité lorsqu'à l'âge précoce de 4 ans, une ostéomyélite frappa sa jambe droite, le laissant légèrement boiteux. Ce défi physique marqua non seulement son corps, mais aussi son âme, devenant un creuset d'humiliation qui façonnerait son destin. La tristesse et l'amertume qui accompagnèrent l'enfance de Goebbels devinrent des compagnes constantes, le poussant à se réfugier dans les profondeurs de son foyer. Ce fut dans le confinement de son propre sous-sol que ce jeune garçon condamné par la maladie trouva du réconfort parmi les pages de vieux livres et d'encyclopédies. Cet isolement forcé, combiné à sa petite taille, lui valut le surnom méprisant de Ungebleichter Schrumpfgerman, parmi ceux qui le considéraient comme un germain ratatiné et non blanchi. Ainsi, des racines d'une enfance marquée par la maladie et l'ostracisme, émergea l'homme qui, avec le temps, s'érigerait en maître des arts persuasifs pendant les jours turbulents du Troisième Reich. Ce voyage à travers les souvenirs précoces de Goebbels nous offre une perspective unique sur les graines qui germèrent dans la complexité de son caractère, délimitant le début d'un chapitre qui laisserait une empreinte indélébile dans l'histoire du XXe siècle. La ténacité de Joseph Goebbels se révéla dès son jeune âge, lorsque l'asymétrie de ses jambes le contraignit à porter des chaussures orthopédiques, une compensation nécessaire pour équilibrer la longueur inégale de son membre droit par rapport au gauche. Malgré cette adversité physique, son intellect brilla de 1000 feux dans le domaine académique, se hissant au rang de meilleur de sa promotion à la fin de son baccalauréat en l'année 1917. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 plongea Goebbels dans la frustration, car son désir de servir dans l'armée impériale allemande fut anéanti par sa condition physique. Incapable de participer au conflit, il fut le témoin impuissant du malheur qui accablait l'Allemagne. Cette période d'impuissance et de désespoir marqua profondément le jeune Goebbels. En l'absence d'un horizon clair pour son avenir, ses parents, préoccupés et désireux de lui offrir une direction, suggérèrent qu'il se tourne vers la voie du sacerdoce. Initialement, Goebbels accepta cette proposition et s'inscrivit à la société Albertus Magnus, où il reçut l'enseignement de Johannes Mollen. Toutefois, son cœur ne trouva pas satisfaction dans les études ecclésiastiques, et dans un tournant qui contredit les attentes parentales, il abandonna cette voie à la recherche de sa véritable vocation universitaire. Après son passage par les salles universitaires, Joseph Goebbels se plongea dans le tissu de la vie professionnelle, travaillant d'abord comme secrétaire à Cologne, puis comme crieur de titres industriels à la bourse. Toutefois, son cœur battait avec une passion qui transcendait les chiffres et les transactions financières, car ceux qui enflammaient véritablement son âme était l'art de la parole et de l'oratoire. Dès son plus jeune âge, Goebbels canalisa son amour des lettres et de l'éloquence à travers la plume, écrivant des articles ardents et des drames qu'il envoyait avec espoir à des journaux et des maisons d'édition. Mais la porte du succès artistique lui fut fermée. Persistant dans sa quête d'expression et de reconnaissance, Goebbels étendit ses tentacules littéraires en se proposant comme rédacteur pour la prestigieuse revue Berliner Tagblatt et en concevant un roman intitulé Michael pour la maison Ullstein. Cependant, la fortune ne sourit pas à ses projets, laissant une trace de désillusion sur son chemin. C'est à ce moment de déception que le destin le conduisit vers une nouvelle voie, la politique. De manière fortuite, Goebbels tomba sur des brochures du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, NSDAP, qu'il absorba avec un intérêt fervent et partagea avec ses camarades. Cette rencontre fortuite marqua le début de son immersion dans les eaux tumultueuses du nationalisme allemand, un voyage qui le conduirait au sommet du pouvoir dans les années à venir. La décennie des années 1920 en Allemagne était un terreau fertile pour l'émergence de mouvements politiques radicaux et, dans ce contexte, Goebbels trouva un terrain propice à l'épanouissement de ses croyances extrémistes. Inspiré par la promesse d'une renaissance nationale, il se dévoua avec ferveur au rang du parti nazi. Cette période de transformation marqua non seulement son incursion en politique, mais aussi le début d'une relation symbiotique avec Adolf Hitler, qui reconnaîtrait bientôt en Goebbels
un individu astucieux et persuasif. Dans ses premières années de participation active au NSDAP, Goebbels se distingua par son éloquence et ses talents oratoires, devenant rapidement un porte-parole et un défenseur passionné de la cause nazie. Hesse's discours incendiaire résonnait dans les cœurs de ses partisans, le propulsant à une position de premier plan dans le mouvement. Aux prémices de janvier 1924, Joseph Goebbels se retrouva plongé dans un débat politique décisif qui transcendait les divisions entre socialistes et nationaux-socialistes. À un moment crucial, il fut invité à monter sur l'estrade et à adresser des mots à l'Assemblée. D'une voix résonnant comme un appel à l'histoire, Goebbels commença son discours par les mots immortels « Mes chers compatriotes allemands ». Cependant, la simple allusion à son affiliation nationale-socialiste déclencha la fureur des socialistes présents, qui, entre huées et insultes, l'invectivèrent comme capitaliste et exploiteur. Face à cette situation difficile, Goebbels, imperturbable, désigna avec détermination ses détracteurs et proclama défiant « Ce monsieur là-bas qui me traite de capitaliste, qu'il vienne s'il vous plaît, et qu'il montre, comme je le fais, l'argent qu'il a sur lui. Voyons qui en a le plus. » Dans un geste théâtral, il révéla un portefeuille pratiquement vide, un geste symbolique qui résonna dans l'Assemblée. Les applaudissements assourdissants qui suivirent furent la réponse enthousiaste de ceux qui reconnaissaient en Goebbels un guerrier rhétorique courageux. Cet épisode, plus qu'une simple anecdote, marqua le moment culminant qui conduisit Goebbels vers les rangs du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Par l'intermédiaire du leader national-socialiste en Rhénanie, Karl Kaufmann, Goebbels formalisa son entrée dans le parti avec le numéro de carte 8762, un symbole de son engagement nouvellement forgé envers les doctrines et les aspirations du national-socialisme. La rencontre providentielle avec Adolf Hitler en 1924 marqua un tournant dans la vie de Goebbels. Tous deux, maîtres de l'éloquence, furent mutuellement impressionnés. Hitler, tout juste libéré de prison après l'échec du putsch de Munich, entrevit en Goebbels un instrument vital pour sa lutte politique. Cette alliance résonnerait avec une signification immense dans les années à venir. En 1926, Hitler confia à Goebbels une tâche apparemment insurmontable, être envoyé à Berlin, la place la plus difficile pour un national-socialiste. Berlin, une ville qui montrait sa préférence pour les partis conservateurs monarchistes ou de gauche, représentait un terrain hostile pour le NSDAP. Goebbels, armé du livre Mein Kampf sous le bras, débarqua à la gare de Potsdamer Bahnhof, affrontant l'adversité avec détermination. En tant que leader du NSDAP à Berlin, Goebbels assuma la tâche titanesque d'imposer ordre et discipline parmi les partisans du parti dans la capitale. Hesse's stratégie comprenait des mesures économiques, telles que l'imposition d'un salaire mensuel et la vente de billets pour les réunions publiques, ainsi que la réorganisation des milices brunes des SA sous la direction de Kurt Dahlwege. De plus, il lança un journal local intitulé Der Angriff, l'attaque, et déploya des affiches frappantes avec des slogans en rouge vif défiant l'opinion publique « Lénine ou Hitler » ou « L'empereur d'Amérique parle à Berlin ». Ces mesures audacieuses avaient un but clair, générer de la controverse et des discussions autour du parti. Goebbels, conscient du pouvoir de la notoriété, exprima son intention avec des mots percutants. « Les Berlinois doivent nous insulter, nous calomnier, nous combattre, nous malmener, mais ils doivent parler de nous. » Dans le creuset de l'hostilité berlinoise, Goebbels forgea sa réputation de stratège infatigable et de manipulateur habile de la perception publique, dont les tactiques résonneraient tout au long de l'histoire politique tumultueuse de l'Allemagne de l'entre-deux-guerres. En propagande comme en amour, tout est permis. La propagande est comme l'art. Elle n'a pas besoin de respecter la vérité. 16 slogans, bien que teintés de l'ardeur propagandiste du NSDAP, encapsulent également l'astuce et la maîtrise rhétorique de Goebbels. Son héritage, cependant, est entaché par la manipulation de la vérité et la promotion de récits dangereux qui contribuèrent à la machine propagandiste d'un régime infâme. Les discours de Joseph Goebbels étaient de véritables spectacles que personne ne voulait manquer, déployant une oratoire dotée d'un magnétisme et d'une énergie inégalable qui mobilisait les masses avec une force presque hypnotique. Avant chaque discours, Goebbels, le génie du micro, demandait à ses collaborateurs « Quel disque mettons-nous aujourd'hui »
marquant ainsi le début d'une expérience propagandiste sans précédent. Chaque allocution de Goebbels devenait un événement chargé de symbolisme, accompagné de marches, défilés, drapeaux flottants, chants et chœurs qui amplifiaient l'atmosphère de ferveur. La ponctualité n'était pas sa vertu, conscient que le retard ajoutait une tension palpable parmi le public, anticipant le climax de l'attente. Les meetings de Goebbels, enflammés par son tempérament ardent, se terminaient souvent par des émeutes violentes lorsque les communistes tentaient de boycotter les nationaux-socialistes. Ces affrontements, pleins de tensions, aboutissaient parfois à des blessés des deux côtés. Cependant, Goebbels, manipulateur habile de la perception publique, transformait les blessés de son camp en martyrs, les élevant au rang de héros aux yeux du public. Cependant, la violence lors de ces événements conduisait parfois à l'intervention de la police et à la suspension des réunions du NSDAP pour des raisons d'ordre public. Rapidement, Goebbels adaptait le but du meeting, le transformant en événement sportif ou touristique, démontrant une stratégie versatile qui marqua sa maîtrise de l'art de la propagande. Après la victoire historique du NSDAP aux élections de 1933, qui accorda au parti 107 sièges au Reichstag, Joseph Goebbels accéda au statut de député. Ce nouveau rôle lui offrit non seulement une plateforme politique plus large, mais lui permit également d'intensifier la machine de propagande du parti à travers des tactiques innovantes et des moyens plus efficaces. Goebbels, habile stratège de la propagande, déploya une gamme de tactiques publicitaires sans précédent. La diffusion de ses discours à la radio porta son message dans les coins les plus reculés de l'Allemagne, tandis que la distribution massive de 50 000 disques de gramophone amplifia sa présence auditive dans tout le pays. De plus, la projection de documentaires cinématographiques dans divers lieux, des salles de cinéma au gymnase, parcs publics, cafés et restaurants, garantit que son message résonne dans plusieurs strates de la société. Même au-delà des limites conventionnelles, Goebbels a démontré son ingéniosité en engageant des avions pour larguer des tracts depuis le ciel, véhiculant le message saisissant de « Le Führer vient du ciel ». Cette tactique audacieuse reflétait sa capacité à s'adapter aux médias modernes et sa détermination implacable à diffuser l'idéologie nationale-socialiste. Le cœur de Joseph Goebbels trouva son expression maximale dans sa liaison avec Magda Kant, une relation qui aboutit au mariage. Magda trouva l'amour avec Goebbels alors qu'elle travaillait comme secrétaire dans les archives du NSDAP. La connexion fut instantanée, et le 12 décembre 1931, avec Adolf Hitler comme témoin, Joseph Goebbels et Magda se marièrent. Cet amour se concrétisa dans une famille qui menait l'initiative d'honorer Hitler en nommant leurs 6 enfants avec la lettre H. Goebbels assuma le rôle de beau-père avec Harald, le fils de 10 ans du précédent mariage de Magda, qui deviendrait finalement pilote dans la Luftwaffe, la force aérienne allemande. Ce lien familial renforça l'entrelacement des vies de Goebbels et Magda, marquant une connexion qui persisterait dans les années tumultueuses à venir. L'intensité et l'agressivité des discours de Joseph Goebbels au Reichstag atteignirent un tel niveau qu'en février 1932, le Parlement l'expulsa et lui retira son mandat de député pour avoir insulté le président Paul von Hindenburg. Ce moment critique menaçait de faire de Goebbels un paria politique, car en avril, il fit face à des accusations de haute trahison devant le Reichstag. Cependant, le destin de Goebbels prit un virage radical en janvier 1933, lorsque le NSDAP prit le pouvoir après les élections et qu'Adolf Hitler se proclama « Führer du Troisième Reich ». Ce changement d'événement restaura le prestige perdu de Goebbels et le replaça au centre de la scène politique. Le 13 mars 1933, Joseph Goebbels fut nommé ministre de la propagande du Troisième Reich et, simultanément, il assuma le poste de gouverneur, Gauleiter, de Berlin. Ces responsabilités, qu'il occuperait jusqu'à la fin de sa vie, consolidèrent sa position en tant que figure centrale dans l'appareil propagandiste du régime nazi. Jusqu'à cette date, tout le parcours de Goebbels dans la lutte pour le pouvoir fut consigné dans 2 mémoires personnelles qu'il rédigea lui-même sous les titres « La bataille de Berlin », Kampf um Berlin, reflétant sa perspective unique sur les événements qui l'ont mené depuis la périphérie de l'ostracisme politique jusqu'aux hautes sphères du régime nazi. L'une des premières manœuvres de Joseph Goebbels, en tant que ministre de la propagande, fut de collaborer à la construction d'un récit trompeur destiné à consolider la position d'Adolf Hitler au pouvoir.
Cette intrigue prit la forme de la création d'un mensonge conçu pour attribuer aux communistes l'incendie du Reichstag. L'exécution magistrale de cette stratagème s'avéra un succès retentissant, permettant aux nationaux-socialistes de persuader le président von Hindenburg de décréter l'interdiction des partis politiques, syndicats et associations, consolidant ainsi le contrôle autoritaire du régime. L'année suivante, 1934, Goebbels joua un rôle crucial dans une autre manœuvre destinée à discréditer et purger les SA Sturmabteilung. Il inventa une prétendue trahison au sein de cette milice paramilitaire, ce qui conduisit à une purge brutale connue sous le nom de « Nuit des longs couteaux ». Lors de cette opération, les SS dirigés par Heinrich Himmler menèrent des exécutions sommaires, y compris celle du chef des SA, Ernst Röhm. En contribuant à cette manœuvre magistrale de manipulation politique, Goebbels renforça encore plus la position de Hitler et des SS dans le tissu du Troisième Reich. Pendant son mandat en tant que ministre de la propagande du Troisième Reich, Joseph Goebbels s'efforça de s'approprier complètement la culture allemande, forgeant une narration reflétant les valeurs pangermaniques et les vertus du national-socialisme. Déployant une maîtrise stratégique, il consolida rapidement son contrôle sur la presse, la radio et tous les médias, mais sa plus grande réussite fut dans l'industrie cinématographique. Goebbels assura sa domination sur les studios de l'Universum Film AG, UFA, en faisant d'eux un puissant outil de propagande pour projeter des films exaltant l'idéologie nationale-socialiste. Parmi ces réalisations notables, il y eut l'embauche de la réalisatrice Leni Riefenstahl, responsable des célèbres documentaires Olympia et Le Triomphe de la volonté. Ces œuvres, largement saluées à l'international, furent présentées à l'occasion des Jeux olympiques de Berlin en 1936, servant de véhicule cinématographique pour promouvoir la grandeur du régime nazi. Sur le plan international, Goebbels accéda à la notoriété grâce à l'agence de presse transocéanique, un réseau politique qui tissait une vaste toile de journalistes répartis à travers le monde. Ce réseau, composé de 83 experts rien qu'à Londres et d'une multitude de collaborateurs dans d'autres pays, éditait 300 journaux de tendance nationale-socialiste et contribuait à 350 autres publications. La machine propagandiste de Goebbels s'étendait à travers le globe, consolidant la présence du nazisme dans la sphère médiatique internationale. Tandis que Joseph Goebbels promouvait la culture nationale socialiste, il ne ménageait pas ses efforts pour neutraliser et réduire au silence les voix de l'opposition. Sa première victime fut la confiscation de la maison Ullstein, la même maison d'édition qui avait rejeté l'un de ses écrits alors qu'il venait de sortir de l'université. Avec agilité, il dressa une liste noire, comprenant journaux, magazines et maisons d'édition jugées antipatriotiques, tout en traquant livres et publications d'écrivains soupçonnés d'être communistes, francs-maçons ou juifs, parmi lesquels figuraient des personnalités telles que Karl Marx, Stefan Zweig, Erich Maria Remarque, Heinrich Heine et Sigmund Freud. Ces œuvres furent condamnées au feu lors de grands autodafés publics, un acte symbolique de répression culturelle. Faisant preuve d'ingéniosité propagandiste, Goebbels organisa même une exposition d'art dégénéré pour dénigrer les œuvres de célèbres artistes comme Pierre-Auguste Renoir, Vincent van Gogh et Paul Gauguin. En dehors du domaine politique, le patrimoine de Goebbels s'enrichit considérablement grâce à son salaire, aux 4000 Reichsmark qu'il recevait pour chaque article dans le journal Das Reich et aux bénéfices tirés de son livre « Le bolchevisme en théorie et pratique » Der Bolschewismus in Theorie und Praxis. Ce flux de revenus prospères lui permit d'acquérir plusieurs domaines à des endroits tels que Schwanenwerder, Wannsee, Lanke et Bogensee. De plus, il possédait une luxueuse voiture blindée Mercedes, cadeau de Hitler, équipée d'une carrosserie de 8 mm résistante aux balles et aux mines. La vie personnelle de Goebbels était également marquée par l'opulence et le scandale. Son flux constant de revenus lui permit de profiter de nombreuses maîtresses, souvent des secrétaires, des jeunes du NSDAP ou des actrices. En 1938, son mariage avec Magda frôla le naufrage lorsqu'elle découvrit sa liaison avec l'actrice tchécoslovaque Lida Baarova, voisine à la propriété de Schanenwerder. L'intervention d'Hitler, qui expulsa l'amante tchèque du pays, empêcha le divorce et maintint l'apparence de stabilité dans le mariage de Goebbels.
3 jours après le début de la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 1939, le sous-marin allemand U-30 coula le paquebot britannique SS Athenia, causant la mort de 112 passagers, dont plusieurs citoyens américains. Goebbels exploita immédiatement cette tragédie pour tisser un mensonge magistral à travers le journal Völkischer Beobachter. Dans un article, il affirma que les Britanniques avaient coulé l'Athenia eux-mêmes afin de blâmer le Troisième Reich et de forcer l'entrée des États-Unis dans le conflit. Cet incident, parmi d'autres manipulations au cours de la guerre, illustre la maîtrise de Goebbels dans la manipulation propagandiste. Une des manœuvres notoires de Goebbels fut d'accepter la reddition de la France en 1940 dans le même wagon où l'armistice de Compiègne avait été signé après la capitulation allemande lors de la Première Guerre mondiale. Cette humiliation que les Français avaient infligée aux Allemands 2 décennies plus tôt fut une idée astucieuse de Goebbels pour consolider la victoire allemande. En 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique, Goebbels se distingua en diffusant les succès contre l'armée rouge à travers la radio, accompagné de fanfares et de musique de Richard Wagner. Dans sa persécution implacable des Juifs, il justifia leur isolement dans les ghettos polonais à travers des films tels que Le Juif Sus, Jude Sus, Le Juif éternel, Der ewige Jude et les Rothschild, Die Rothschild. Goebbels ne se contenta pas de gérer la propagande sur le front intérieur, il offrit également une tribune sur Radio Hambourg à William Joyce, un Anglais de l'Union des fascistes britanniques, pour diffuser de la propagande contre l'Angleterre et recruter des volontaires pour le corps SS libre britannique. De plus, Goebbels joua le rôle d'astrologue aux côtés de Hitler, explorant les horoscopes et les prophéties de Nostradamus pour prédire les événements sur le champ de bataille. Le 13 février 1943, à peine 11 jours après la défaite à la bataille de Stalingrad, Goebbels prononça la déclaration de guerre totale lors d'un rassemblement au Palais des Sports de Berlin. À partir de ce moment, il mobilisa la population allemande, y compris les enfants et les personnes âgées, au sein du Volkssturm, connu comme l'armée du peuple. Au début de 1945, dans une tentative désespérée de résister à l'avancée inexorable de l'armée rouge à l'est et des Alliés à l'ouest, Hitler désigna Goebbels comme le défenseur de Berlin. Depuis les micros de la radio, Goebbels donna l'ordre de mettre en œuvre la tactique de la terre brûlée, exhortant les Allemands à détruire tout sur leur passage et à ne laisser que des cendres pour l'ennemi qui approchait. Dans un tournant alarmant, il dénonça la Convention de Genève, encourageant les défenseurs de la capitale à exécuter les pilotes américains et britanniques qui pourraient avoir sauté en parachute après avoir été abattus. Pendant les derniers jours de la guerre, Goebbels ne renonça pas à sa croyance en l'astrologie ni aux signes miraculeux. Par exemple, il interpréta la mort du président américain Franklin Delano Roosevelt comme un coup de chance fourni par les forces astrologiques, le garantissant à Hitler lors d'un appel téléphonique. Ces moments finaux marquèrent l'apogée de la carrière de Goebbels en tant que stratège de la propagande nationale socialiste, poussant ses tactiques à des extrêmes brutaux et montrant une fidélité inébranlable à Hitler, même dans les moments les plus désespérés. Stalingrad est perdu. À midi, déjeuner seulement avec le Führer dans son refuge. L'entretien commence par l'analyse de la situation militaire. Il me montre un résumé sur le comportement des Italiens, document transmis au Führer par des officiers du front. Cela ressemble presque à un appel au secours. Les informations sont si atroces que le Führer m'ordonne de ne jamais en divulguer le contenu. Il est juste de se révolter contre tant de légèreté, de cynisme et de lâcheté. Il est vrai que les Italiens ont toujours été une bande de lâches, mais ils ne s'étaient jamais montrés aussi vils. Le Führer est également très mécontent de la Luftwaffe. Récemment, elle fonctionne un peu mieux depuis que Milch s'occupe de l'organisation des transports aériens vers Stalingrad. Mais c'est encore insuffisant. Ce que reçoit Stalingrad suffit à peine pour ne pas mourir, mais trop peu pour vivre. Probablement, nous devrons nous résoudre à considérer les 22 divisions comme perdues. Au milieu de l'entretien, un appel téléphonique de Zeisler est reçu. La situation à Stalingrad est très grave. Les bolcheviks ont rompu les lignes allemandes sur 6 kilomètres. Nos troupes ne sont pas capables de résister. Affaiblies par la faim et le froid, elles sont incapables de combattre. La nouvelle affecte profondément le Führer. Il espérait encore pouvoir maintenir une force armée à Stalingrad et la libérer plus tard. Cela m'encourage à exposer mon programme avec plus de force.
Je répète toutes les idées que j'ai définies maintes fois comme mon programme. Je le titule « Conduite de la guerre totale ». Il inclut le service obligatoire pour les femmes, la dissolution de toutes les institutions et entreprises non nécessaires à la guerre et la subordination de la vie civile à l'effort de guerre. Le Führer accepte immédiatement tout ce que je propose. Sur certains points, il va même plus loin. À partir de maintenant, nous avons carte blanche. Le Führer nous laisse carte blanche. Je sais parfaitement que ces mesures vont me créer des ennemis, cela m'importe peu. Si elles permettent de remporter la guerre, je serai l'artisan devant l'histoire. Pour l'instant, ma seule crainte est qu'il n'arrive quelque chose au Führer. Il a déjà 54 ans, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Il me dit qu'il tombe malade de temps en temps et qu'il ne se sent plus capable de faire face à de dures épreuves. Nous devons lui épargner des soucis. Malgré ces crises, malgré tout ce poids, sa force intérieure reste admirable. Il sait aussi bien que nous tous que désormais nous luttons pour notre existence, mais, déterminé à combattre jusqu'au bout, il reste fermement convaincu que cette lutte se soldera par notre victoire. Le jeune major, qui a été, sur ordre du Führer, le dernier à quitter Stalingrad, présente son rapport à la maison d'Hitler, puis chez moi. Sa description de Stalingrad est bouleversante. Les troupes n'ont ni nourriture, ni munitions, ni carburant. Elles sont assises en rang dans leurs abris, affamées et frigorifiées, l'image d'une grandeur passée. Il manque de mots pour décrire ce drame héroïque. Très maigre, cet officier a le regard creusé. Il parle avec agitation, mais se limite aux faits. Il décrit la morale des troupes comme au-dessus de tout éloge. On ne peut qu'admirer le courage de ces gens simples pour la cause du Reich. Dans leurs lettres, ils disent au revoir à leur famille. Ensuite, ils affrontent la mort de front et se battent jusqu'à la dernière cartouche. Dans toutes les unités circule la question « Pour qui sera la dernière balle, pour le Russe ou pour moi ?» Très peu se rendent. Quel héroïsme, quelle leçon dure et sanglante pour nous, une leçon que nous ne pouvons oublier. Si j'avais des réticences à mettre en œuvre mon programme, je devrais avoir honte. Au refuge du Führer, nous restons près de la cheminée en compagnie de Speer pendant des heures. Une atmosphère mélancolique règne. Les nouvelles de Stalingrad sont accablantes, mais nous devons nous ressaisir. Le Führer est heureux que je reste avec lui toute la nuit. Je suis aussi heureux de lui tenir compagnie en ce jour tragique. Il me supplie instamment de revenir. Il dit qu'il a beaucoup de choses à me raconter et que ma présence le rassure. Cette confession me remplit de joie. 31 janvier 1943. Voulez-vous la guerre totale ? En fin d'après-midi, à 5 heures, a lieu la manifestation tant attendue au Sportpalast. L'affluence est impressionnante. On se souvient de la fureur sauvage du peuple. Le public appartient à tous les milieux sociaux, du gouvernement à l'ouvrier anonyme. Mon discours fait une grande impression. La réaction de la foule est difficile à décrire. Jamais le Sportpalast n'avait été le témoin de scènes aussi agitées qu'à la fin de la manifestation, lorsque j'ai posé 10 questions au public. Les gens répondaient par une tempête d'approbation. Cette manifestation fera une grande impression non seulement dans le Reich, mais aussi dans les pays neutres et même chez l'ennemi. Mon éloquence est à son apogée. Grâce à moi, la salle se trouve dans un état qui ressemble, spirituellement, à une mobilisation totale. Dans la soirée, certains invités ont déclaré que cette manifestation était une sorte de coup d'État silencieux. La guerre totale n'est plus l'affaire de quelques hommes avisés. Désormais, elle a le soutien du peuple. Plus personne dans le groupe des dirigeants ne peut s'y opposer. Espérons que la phrase qui clôturait mon discours devienne réalité. Peuple, lève-toi et que la tempête souffle. 27 octobre 1943. Différence avec le Führer. En ce qui concerne la possibilité d'une paix indépendante avec les Anglais ou les Soviétiques, je maintiens un point de vue diamétralement opposé à celui du Führer. Il pense qu'un accord pourrait être conclu avec les Soviétiques, sur la base de ce qui s'est passé en 1939, après la campagne de Pologne. Ainsi, nous aurions les mains libres à l'ouest et pourrions écraser l'Angleterre depuis la base opérationnelle que constitue la côte atlantique. Ensuite, il faudrait envisager comment obtenir dans l'Est l'espace vital dont nous avons besoin. Mais cela n'aura pas forcément lieu dans un avenir proche. Avec résignation, le Führer dit qu'il sera trop vieux pour mener cette lutte. 23 juillet, 3 et 23 août 1944, après l'attentat manqué contre Hitler. Je me réunis à nouveau avec le Führer.
Il sort de son refuge pour venir à ma rencontre. Nos premiers mots me bouleversent. Je suis profondément ému de le voir devant moi, sain et sauf. La scène n'est pas dénuée de solennité. J'ai le sentiment d'être en face d'un homme travaillant sous la protection de Dieu. Cependant, il a l'air fatigué. Son front porte des blessures superficielles. Il boite légèrement, a subi des brûlures et a des contusions au bras. À part cela, il n'a rien. La seule chose qui m'inquiète, c'est que le Führer vieillit beaucoup. Son apparence fragile, causée par ses blessures, est impressionnante. Tout en lui est marqué par une extrême bonté. Je ne l'avais jamais vu aussi touchant que ce jour-là. On ne peut ressentir que de l'affection pour lui. Il est le plus grand génie vivant de notre époque. Avec lui, nous atteindrons la victoire, ou nous coulerons héroïquement. À midi, je parle à nouveau avec Keitel du déroulement du procès du 20 juillet. Le Führer a donné l'ordre de constituer un tribunal d'honneur composé de maréchaux et de généraux, parmi lesquels figurent Keitel, Guderian, Scherf, Specht et d'autres. Les condamnés à mort seront pendus vêtus de prisonniers. Cela me semble une bonne décision et plaira à tout le peuple allemand. En ce qui concerne le procès de lundi prochain, le Führer est d'accord avec la procédure que j'ai proposée. J'enverrai une armée de journalistes de premier plan qui rédigeront un formidable rapport sur l'affaire destiné au grand public. Préalablement, samedi, je rencontrerai Freisler et passerai en revue avec lui, point par point, la manière dont le procès doit se dérouler. Aucun plaidoyer verbeux ou débat interminable ne sera toléré. Les accusés n'auront pas la possibilité de proférer des sottises pacifistes. Ils devront s'exprimer uniquement sur les faits. Je regarde le film du procès de Helldorf. Je suis abattu par sa déchéance devant le tribunal. Il a un ton pleurnicheur et déclare ouvertement avoir agi en traître et s'être comporté sans foi ni loi envers le Führer. C'est émouvant de voir cet homme qui m'était si proche autrefois. 23 et 26 août 1944, la bataille de France. En ce qui concerne la bataille de France, les Alliés placent de grands espoirs dans l'activité de la résistance française. En effet, nous avons été dépassés par les mouvements clandestins, ceux que je n'avais pas prévus. Notre politique étrangère intelligente et perspicace a réussi à transformer des Français pacifistes en combattants nationalistes. On ne peut imaginer pire échec. Ni les Anglais ni les Américains n'ont eu de difficulté à rallier la population française à leur cause. La politique que nous avons développée là-bas leur a offert les conditions les plus favorables. 4 décembre 1944. Adolphe vient prendre le thé. Le Führer nous cause une joie extrême en venant prendre le thé avec nous. C'est sensationnel, car il a cessé depuis des années de faire des visites privées. Mais il a accepté l'invitation de Magda. Et il est ravi d'être à nouveau chez nous, dans notre cercle familial. On peut facilement imaginer notre bonheur. Il est accueilli comme faisant partie de la famille, et les enfants se sont mis sur leur 31 pour l'occasion. Le Führer est heureux que notre maison soit, par rapport aux autres, intacte, et il est enthousiasmé par les enfants, qu'il n'avait pas vus depuis 4 ans. Il s'émerveille devant chacun d'eux, en particulier Helga et Hilde, devenues de véritables jeunes dames. Le Führer reste avec nous pendant 2 heures, que nous mettons à profit pour discuter et évoquer des souvenirs. Il s'étend sur les problèmes de la dégénérescence de l'art, en regardant des tableaux de bonne facture que nous avons accrochés en son honneur dans nos pièces. Nous parlons aussi de musique et des combats. Il est très impressionné par la violence de la guerre aérienne menée par l'ennemi, et les pertes que nous déplorons lui causent une grande douleur. Mais, une fois de plus, il souligne qu'il a tout fait en son pouvoir pour éviter ce type de guerre, ce qui est tout à fait vrai. C'est Churchill qui a toujours voulu que la guerre prenne cette forme barbare. 31 mars 1945, il n'y a plus de ministère. L'attaque des mosquitos de cette nuit a des conséquences tragiques pour moi, car elle a touché notre ministère. Le bel édifice de la Wilhelmstrasse a été détruit par une mine. La salle du trône, la galerie bleue et la salle du théâtre, que j'ai moi-même fait reconstruire, sont un champ de ruines. Mon cœur se serre à l'idée qu'une œuvre d'art ait été détruite en une seconde. Il y a exactement 12 ans, ce même 13 mars, je suis entré comme ministre dans ce ministère. Un très mauvais présage pour les 12 prochaines années. 28 mars 1945. Une atmosphère de fin du monde. Le jardin de la chancellerie du Reich offre un spectacle désolant. Il n'est plus qu'un tas de décombres. Les installations du refuge du Führer sont renforcées, car il est fermement décidé à rester à Berlin,
même si la situation devient dramatique. Dans son entourage militaire, règne une atmosphère de fin du monde, preuve que le Führer n'a rassemblé autour de lui que des personnes faibles sur lesquelles il ne peut pas compter en cas d'urgence. Le Führer a une confiance inébranlable en sa bonne étoile, ce qui est admirable. On a toujours l'impression qu'il vit ailleurs, mais il est souvent retombé de très haut. Il reste convaincu que la crise politique au sein du camp ennemi justifie nos plus grands espoirs, aussi minces soient-ils. Il n'effectue plus aucun changement de personnel, que ce soit au gouvernement ou dans la diplomatie. Göring reste à son poste et Ribbentrop également. Le Führer montre une ouverture d'esprit comme rarement. Je suis heureux d'avoir sa confiance. J'aimerais tellement pouvoir l'aider avec ses préoccupations, mais mes possibilités sont limitées. Dans tous les cas, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les lui éviter. Il faut lutter, tenir bon et résister. Nous devons penser comme des révolutionnaires et plus encore, agir comme des révolutionnaires. Le moment est venu de briser les dernières coquilles des bourgeois. Les demi-mesures ne nous conviennent plus. C'est l'heure des hommes droits et des actions intégrales. Aussi terrible que soit la situation, nous pouvons la gérer. Le soir, après l'attaque des Mosquitos, je feuillette une série de documents privés remontant à l'époque de notre lutte politique. Cette lecture éveille en moi un flot de souvenirs. On dirait qu'il m'envoie un salut depuis la lointaine époque de ces temps heureux qui ne reviendront plus. Pour coïncider avec le 56e anniversaire d'Hitler, Goebbels se déplaça dans le bunker sous la chancellerie pour partager son destin. Il emmena avec lui sa femme Magda et leurs 6 enfants, qui trouvèrent refuge sous terre pour éviter les bombes et les projectiles de l'artillerie soviétique. Ils y passèrent 10 jours, les 2 Goebbels étant témoins du mariage d'Hitler avec Eva Braun et de l'annonce du Führer de son intention d'en finir. Malgré les supplications de Magda, impuissante face à son mari, Hitler ne changea pas d'avis. Le destin sombre du régime s'accentua avec la mort du Führer le 30 avril, à peine un jour après son mariage avec Eva Braun. Un jour après le suicide d'Hitler, le 1er mai 1945, Goebbels et Magda décidèrent de partager le même sort pour ne pas tomber aux mains des Soviétiques. Ils convinrent d'abord d'éliminer leurs enfants lorsque Magda prononça ces mots. « Mes enfants sont trop beaux pour vivre dans un monde sans national-socialisme. » C'est alors que Magda endormit ses 6 petits dans leur lit avec des somnifères et les empoisonna ensuite au cyanure. Seul Harald, son fils d'un précédent mariage et pilote de guerre, se trouvant prisonnier en Grande-Bretagne, échappa à ce sort. Quelques heures plus tard, à 18h15, le couple monta ensemble dans la cour de la chancellerie, bras dessus, bras dessous. Goebbels prit d'abord son pistolet et tira sur Magda au cœur. Puis il avala une pilule de cyanure et se tira immédiatement une balle dans la tête. Après ce rituel macabre, les gardes de la SS transportèrent les corps dans un cratère d'obus et les incendièrent à l'essence. Avec les cendres de Joseph Goebbels, les paroles de celui qui avait été l'un des principaux dignitaires du Troisième Reich s'évanouirent à jamais dans l'air. Cet individu clé pour le triomphe historique du national-socialisme fut considéré comme le meilleur propagandiste du XXe siècle.